D'être là sur un sujet qui, encore une fois, est un sujet qui n'intéresse aujourd'hui que trop peu de personnes et qui est pourtant un enjeu essentiel pour notre monde présent et à venir, qui est cette question de l'hospitalité, de l'exil, des flux de population, que l'Europe sait si mal accueillir et accepter. Et donc, c'est une question qui refait surface que quand il y a une loi fascisante qui se prépare, ou comme il y a un régime fascisant comme en Italie qui se met en place, il n'y a que dans ces cas-là qu'on reparle un peu de ces questions qui sont des questions humaines, politiques, éthiques, majeures, si on veut que notre société reste une société humaine et non pas barbare, comme il y a des tentations profondes de cela aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à vous. On remercie beaucoup aussi Yamina et son mari, qui sont l'âme, les gérants, les propriétaires de l'Alada, qui est ce restaurant extraordinaire. Cette rencontre, elle est organisée donc par Luciole, notre association, et en partenariat avec le pôle 4 Aude Roussillon des forums lacaniens, et notamment la personne de Dominique Marin, qui va co-animer cette rencontre avec moi. Donc, deux animent notamment des séminaires de réflexion sur, par exemple, cette année, ce que parler veut dire. Et avec Sophie Roland-Manas, qui est assise là, au milieu, donc les deux co-animent ce séminaire mensuel. Précisons aussi que cette rencontre s'inscrit dans un programme organisé par la Maison des Potes de Narbonne. Et donc, cette Maison des Potes organise, donc il y a plusieurs représentants dans la salle, là, qui organise chaque année, depuis maintenant plusieurs années, un mois d'animation, de rencontres diverses autour, comme on dit, sur le thème de l'immigration et de la diversité. Voilà le cadre. Oui, c'est tout le mois de mai, donc si vous êtes intéressé, il y a un programme qui est sur la table des livres, donc qui sont à vendre, donc des livres des deux protagonistes du drame actuel, là, qui sont d'un côté donc Marie Cosnet, que je remercie très vivement de sa présence, et Mohamed Sanoussi Fadiga, et les deux ont écrit un livre qui va servir un peu de base de réflexion et qui sera en vente après, là. Donc Marie a écrit, qui vient d'être publié, Des îles des Faisans 2021-2022, qui fait suite à un premier tome qui est Des îles déjà, Lesbos 2020, Canaries 2021. Ce sont des livres, pour le dire vite, mais on va y revenir, d'enquête, avec un engagement total de Marie sur les situations, le terrain, d'enquête sur les lieux où se jouent les flux de migration, comme on dit aujourd'hui. Donc Lesbos, c'était sur les deux îles qui sont des îles en périphérie de l'Europe, que l'Europe a organisées comme des spots pour accueillir les migrants qui arrivent par la mer. Donc Lesbos en Grèce et puis les Canaries dans l'Atlantique, qui sont deux îles suffisamment éloignées du continent pour stopper au fond, filtrer les populations exilées qui arrivent du Moyen-Orient, du Proche-Orient, d'Afrique, et qui tentent de pouvoir venir pour une vie un peu plus acceptable en Europe. Et que l'Europe, de façon criminelle, bloque de plus en plus avec des procédés qui sont absolument horribles. Donc, Des îles raconte ce qui se joue dans ces deux îles. Et le livre dont on va surtout parler aujourd'hui, donc Des îles 2, l'île des Faisans, alors c'est une île qui n'est pas du tout connue, c'est une petite île qui fait frontière entre l'Espagne et la France, côté Pays Basque, donc Pays Basque du Nord, Pays Basque du Sud, une île qui est 6 mois française, 6 mois espagnole, et où des migrants qui tentent de traverser pour venir en France peuvent tenter leur chance et parfois s'y perdre et s'y noyer. Il y a aussi dans la Bidassoa, qui est un fleuve pas très large, régulièrement des morts, et on va en parler aussi à travers ce livre-là. Voilà, très rapidement dit,
Et d'autre part, donc, Mohamed Sanoussi Fadiga, qui lui est guinéen, qui est venu en France alors depuis un certain nombre d'années, maintenant 2016. Alors c'est une histoire un peu différente, mais qui aussi témoigne de la difficulté d'être accepté en France, parce que Mohamed est venu en France en avion, parce que un recruteur au Sénégal pour des joueurs de football lui avait permis d'arriver à Marseille en faisant miroiter qu'un club de football l'attendait pour pouvoir poursuivre une carrière qu'il avait commencée en Guinée, où tu es originaire, et ensuite à Dakar, au Sénégal. Voilà. Et en réalité, à Marseille, personne ne l'attendait. Et donc ce livre n'est pas un livre du tout misérabiliste et de victimisation, c'est surtout pas ce que souhaite Mohamed. C'est un livre qui raconte son parcours de vie, de sa naissance en gros en Guinée, puis au Sénégal à Dakar, puis donc en France, de la région de Marseille d'abord, et puis ensuite une incursion de quelque temps dans les pays plus froids de France que sont l'Isère et la Savoie. Et ensuite, tu es revenu donc dans des zones plus hospitalières qui sont Marseille et puis Narbonne et Béziers. Et je préciserai tout de suite pour que ça soit clair, parce que le livre, qui est magnifique, s'arrête avant. Mohamed, à force de ténacité, de courage, d'énergie, d'inventivité, a obtenu une régularisation et maintenant il joue dans l'équipe de Béziers et qu'il va faire très vite progresser et faire gagner la Coupe de France. C'est pas loin, hein. Voilà, donc comme on est dans la deuxième rencontre, parce que hier on avait une rencontre à Conilhac, donc ils se sont rendus au tandem, où on a surtout parlé des faits qui sont racontés dans les livres. Là, on va peut-être différer l'angle d'approche et plus les questionner Dominique et moi, donc les deux Dominique, on va converser avec nos deux amis qui sont extrêmement engagés de façon différente l'un et l'autre dans ces questions autour de l'immigration. Et aujourd'hui, l'angle, ça sera plus justement souffrance et richesse des exilés, pour le dire très vite. Ça va être plus autour de cela qu'on va tenter de réfléchir. Dominique, tu as peut-être une première question à l'un ou à l'autre ou aux deux. Avant de poser une question, je tiens quand même à dire comment j'ai rencontré ce livre. Ouais, Puisque le livre de Mohamed Sanoussi Fadiga, je l'ai rencontré ici, dans ce restaurant. Et Amina est venue me l'apporter à table en disant il faut absolument l'acheter. Elle était tellement déterminée que j'en ai été convaincu. Et en le lisant, je n'ai pas été du tout trompé. Je vous invite effectivement à le lire. Et moi, j'aimerais bien commencer comme ça. Alors, vous demandez, puisque vous êtes arrivé en 2016, j'ai lu le livre, j'ai lu toutes les péripéties que vous avez traversées, et à la fin, on ne sait pas encore si vous allez pouvoir être régularisé ou pas. Non, ça s'arrête avant. Oui, ça s'arrête avant, ça s'arrête par cette phrase « Un monde où je pourrais vivre ce qui a le plus d'importance à mes yeux sur Terre, la liberté ». Et j'ai envie de vous demander, quand est-ce qu'a commencé à germer dans votre esprit l'idée de ce livre? Quelques mois après mon arrivée à Marseille, j'étais dans une petite ville à côté de Marseille qui s'appelle Aubagne. Donc, il y avait beaucoup de mouvements, et comme dans des villes un peu surpeuplées, parce qu'il y avait des cités. Donc, je m'entraînais tous les jours, mais c'était pas facile de tenir le coup. Il y avait des gens qui vendaient de la drogue. Il y avait des joueurs. À Aubagne, moi j'habitais précisément au Charel. Donc les soirs on se rencontrait pour s'entraîner. Même tu fais pas partie de l'équipe, tu peux t'entraîner quand même au foot. Donc je voulais m'en sortir à la base. J'étais dans le labyrinthe, j'avais pas de porte de sortie, j'avais pas de solution, j'avais pas de papier, j'étais à la retraite déjà comme j'ai dit. Dès mon arrivée, je pouvais pas travailler. La seule solution, il fallait que je me retourne chez moi, et il n'en était pas question. Et je voulais rester. Je voulais me battre pour rester. Donc j'ai pensé à écrire un film au tout début. Je suis allé voir une dame de service de prévention qui m'a dit tout de suite, calme-toi mon petit, si tu penses à écrire quelque chose, ça te fera du bien. Donc
j'écrivais. Chaque fois, je passais voir la dame pour lui montrer mes écrits. Elle me dit, ah, c'est bien, t'as quelque chose à continuer. Donc, je pense que c'est grâce à cette dame que le livre, parce que le début, ça, c'est là que j'ai envie, parce qu'elle me motivait, elle me disait, c'est bien, Sanoussi, continue à écrire, parce qu'elle m'appelait Sanoussi. Donc, je continue à écrire et ça m'a aidé à ne pas aller faire n'importe quoi et à rêver autrement. Donc, je continue à écrire et montrer aux gens gauche à droite jusqu'à c'est devenu un livre. C'est une longue histoire. Et tu es en train d'être sur un second livre, là, d'ailleurs. Oui. On peut en savoir quelque chose? Oui, le second livre dont j'écris, parce que Luc m'en témoignera, moi je suis quelqu'un qui n'a pas peur d'essayer au fait. Je me dis perdre fait partie de la vie. Je passe très souvent le voir quand j'ai mes projets dans ma tête qui me conseillent. Franchement, je profite de remercier Yamina et son mari et aussi Luc qui m'écoute souvent. Et parce que pour moi l'un des plus beaux cadeaux c'est de savoir écouter et être là pour les gens. Il est vraiment là pour moi comme un grand frère et il me pousse à faire des choses et des fois il me dit quand même de faire attention à tout. Donc ça c'est important. Donc le livre sera un peu de ça en fait, de ce mouvement que le papillon fait, parce que le papillon ne va pas tout droit, il va comme ci, il va comme ça. Donc ça commence comme ça. J'ai failli juste avant de tomber plus bas. Le ciel m'a rattrapé. J'étais déjà par terre, les yeux fermés, le vent qui me soulève comme une plume. Pourtant, si lourd mes problèmes, je m'envole vers nulle part comme un papillon. Donc il faut que ça parte de tout, un peu de rien. Donc je prends mon temps pour ne pas répéter la même chose. Mais voilà, le monde est fait de beaucoup de mouvements et qu'on ne maîtrise pas. Donc le plus important, il faut continuer comme on dit chez nous. Tu tombes, tu te relèves, tu continues, tu perds. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Le plus important, c'est d'apprendre chaque fois et avancer. Mohamed écrit aussi des poèmes qu'il rappe. Et dans le livre, il y a un magnifique poème qui est un hommage aux mamans africaines, et que tu as mis en rap. Toutes les mamans. Et tu l'as fait hier, mais tu es entraîné. Est-ce que tu peux le redire, parce qu'il est absolument magnifique et tu le dis, même si c'est sans musique, magnifiquement, quoi. Bon, je vais juste les lire. C'est à la base, je l'ai écrit pour nos mamans qui se sont battues, mais quand je suis arrivé en France, avant de commencer, j'ai remarqué que les mamans ne sont pas différentes en fait, parce qu'elles soucient tous pour notre bien, de faire une grande pour avancer. Donc avec les difficultés chez nous, c'est difficile pour nos mamans, mais elles sont là et gardent le sourire pour nous donner plus de force. Donc ça commence comme ça. Je suis parti sans revenir, sitôt sans prévenir, moi qui te croyais immortel, je n'arrivais pas à te pleurer. Tout ce qui est allumé s'éteindra, tout ce qui est debout s'affaissira, tout ce qui marche s'arrêtera, mais je n'arrêterai pas de t'aimer. Protège-moi quand je dors, et quand je réveille, je rattrape-moi avant que je touche la terre. On me dit souvent que je t'en sourire, mais est-ce que j'ai besoin de ta présence? Je suis perdu sans toi, ton absence m'épaise. Si jeune, on me disait que tu avais voyagé et que tu reviens bientôt, mais les années passent, tu reviens pas, pourtant je t'attendais. Mais les années passent, tu reviens pas, pourtant je t'attendais. Quand j'ai demandé à ta mère, ses yeux pleins de tristesse, elle m'a fixé longtemps. Elle m'a dit, mon petit, il faut que tu deviennes homme maintenant, ta mère n'est plus là. Elle est juste montée au ciel comme un ange, elle s'est transformée en étoile. Elle s'est transformée en étoile. Car le soir, tu vois une étoile filante, ne fais pas en vœu, dis Amin, celle qui te bénit, j'en suis sûr, même là-haut, elle continue à veiller sur toi. Sûr des sûrs, elle ne te lâcherait pas, ses derniers mots étaient pour toi. Ta présence me fait oublier son absence. Tu es la flamme qui éclairait son cœur. Si elle est partie si tôt, elle t'a laissé ici, c'est pour que tu mortalises son passage. Donc rends les fiers, son homme bien, c'est ça qu'elle aurait voulu ta mère. De toutes les façons, elle n'est jamais loin, elle est juste là dans mon cœur. J'avoue, après ton départ, ça n'a pas été facile, maman. Toi qui as été une mère, aussi un père pour moi. Parfois, c'est tellement difficile, je crois que je vais péter les plombs. Mais quand je pense à toi, je me dis, j'ai pas le droit. Même dans les moments difficiles, ça me rappelle tes allers-retours sous le soleil ardent, de marcher à marcher pour nous ramener de quoi vivre. Ce qui restait, tu donnais aux autres. Ton plus grand bonheur était le partage. C'est pour ça que tu avais une grande famille. Je n'étais pas le seul à te pleurer le jour de ton enterrement. Tout le village était là, abattu. Ils n'arrêtaient pas de répéter, Dieu a donné, Dieu a repris. Si c'est la bonté d'une personne qui le suit, la dernière demeure de ta mère sera le paradis. Et t'en écris régulièrement.
j'écris beaucoup, ouais. Alors, Marie, ce livre, tu es un peu fautive aussi, parce que c'est dans une collection qui s'appelle Ces récits qui viennent, qui est une collection qui accueille des textes, vas-y précise, que tu co-diriges, parce que tu t'es rendu compte que beaucoup de En ces fait, jeunes c'est une écrivent. collection qui est née, qui s'appelle jusqu'à présent Ces récits qui viennent et qui bientôt va s'appeler Partir et raconter, et qui change d'éditeur. De Dacre passe à une édition marseillaise qui s'appelle Les Utropismes à la rentrée en septembre, qui a publié jusqu'à présent 4 textes, Stéphane et Nathieu, chez moi aux presses. Le deuxième texte, c'est celui de Mohamed, 1 sur 1000. Le troisième texte, c'est un texte d'un jeune Camerounais qui vit en Espagne, qui s'appelle le titre, non, on n'a pas là. Bon, bref, je vous le dis après. Et enfin, le quatrième texte, c'est Denis M. Vogo, qui a écrit un livre magnifique aussi qui s'appelle Les héros du quotidien. C'est un très grand texte. Denis vit en Côte d'Ivoire. Il est Camerounais, il vit en Côte d'Ivoire. Et donc c'est en 2018, 2019, je ne sais plus, mais je pense que c'est 2018 que le premier texte m'arrive. J'ai reçu, après avoir connu beaucoup de garçons qui ont passé la frontière et fait le chemin migratoire, en fait, par les déserts, la mer et surtout l'océan, puisque moi je vis du côté au Pays Basque, en fait. Donc les gens, au tout début en 2018, les gens passaient par la mer d'Alborán, au départ de Tanger ou de Nador, et remontaient d'Andalousie, arrivaient au Pays Basque et après aller en France ou en Allemagne ou en Belgique ou ailleurs. Et puis à partir de 2019-2020, vous savez, le nord du Maroc est fermé, en tout cas au départ plus ou moins fermé, au départ de bateaux, et les bateaux sortent depuis l'océan Atlantique, c'est-à-dire le Sahara occidental en fait, l'Aïoun, Dakhla et les îles Canaries. Donc une route incroyablement dangereuse qui a fait des milliers de morts en quelques années. Et donc voilà, donc je rencontre d'abord les jeunes gens qui ont des projets plus ou moins en Europe, quelquefois des projets précis, quelquefois non. Quand il n'y a pas de projet précis, j'essaie d'aider, d'accompagner, je ne suis pas toute seule à faire ça, bien évidemment. Et puis souvent, quand ces jeunes gens après sont un peu posés dans un département quand ils sont mineurs, ou dans une vie familiale, quand ils ont retrouvé de la famille, ça arrive, les textes arrivent en fait. Et donc les textes sont arrivés, c'est exactement ça. Le premier qu'on a reçu, c'est celui de Stéphane, un Mathieu. Et le tien, il est arrivé par Blandine. On en parlera après, voilà. Et donc, évidemment, quand on l'a lu, bien sûr qu'on a dit... Mais alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'au départ, quand on a reçu un premier texte, on s'est dit, c'est magnifique, il faut le publier parce que c'est du récit d'aventure aussi. C'était pas un récit, comment dire... Non, pas du tout. C'est pas un récit qui est un simple témoignage. Les gens témoignent, bien sûr que toute la littérature témoigne, on passe notre temps à témoigner quand on écrit, mais ce n'est pas un témoignage écrit en fait qu'on pourrait faire autrement. C'est un récit d'aventure, c'est un récit initiatique. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que dans les 4 livres, il y a quelque chose, vous ne vous êtes pas donné le mot, vous ne vous connaissiez pas avant, même si après vous vous connaissez, mais vous ne vous connaissiez pas avant, et d'autres récits que je reçois aujourd'hui, c'est la même chose, mais il y a le passé, avec les mamans, avec pas forcément c'est pas du tout les mêmes histoires, parce qu'il y a des gens qui ont des histoires avec des belles-mères, un marâtre, etc., avec des oncles qui chassent, etc., mais il y a quand même le passé. Ensuite, il y a le désert. Ensuite, il y a la mer, qui sont à chaque fois comme ça on va dire des thématiques en fait dans le texte. Et puis, évidemment, l'arrivée. Alors après, ça reste ouvert puisque la suite est à écrire. Et donc, en fait, ça renouvelle complètement le genre du récit littéraire, d'aventure, épique, complètement, avec tout un tas voilà. Et surtout, ce sont des textes qui sont écrits dans une langue qui est très belle. Tout ce qu'on a publié, celui de Mohamed, celui de Stéphane, celui de Denis Mbongo, c'est évident, ils sont écrits en fait. Ils sont écrits dans une langue qui porte une pensée en fait, ce sont des textes
c'est de la littérature, voilà. Et donc, mais nous, quand on a reçu le premier texte, et puis le deuxième, on n'imaginait pas, au tout début du mois, que ça serait un phénomène, que ce serait, qu'on aurait de quoi, c'était compliqué, on a appelé des éditeurs. On a appelé des éditeurs, et puis c'était compliqué de leur dire, écoutez, on vous promet 2 textes par an. Bah, comment on peut promettre ça? On n'en sait rien, en fait. On va pas dire aux gens, allez, écrivez. On n'est pas comme ça. C'est pas des commandes. C'est pas des commandes. Et donc, on ne savait pas très bien. Et donc, on s'est retrouvé avec un éditeur qui s'appelle Dacre, qui est à Paris, qui nous a dit, bah oui, on essaye. Et c'est vrai que c'est un petit éditeur qui n'a pas eu les épaules, on va le dire comme ça, gentiment, qui n'a pas les épaules, on va dire, pour, faire le travail d'éditeur. Hein. Il nous a ouvert la porte et on l'en remercie énormément, parce que à l'époque, on n'aurait pas su faire nous-mêmes les livres, etc. Mais c'est un éditeur qui, aujourd'hui, disons que la qualité des textes vaut qu'on puisse les diffuser et les distribuer, et les avoir en librairie facilement, et les avoir en 2 jours ou en 3 jours, enfin comme tous les livres en fait, enfin comme tous les livres qui ont des diffuseurs, distributeurs. Et ça, c'est pas le cas de Dacre, pour qui on se bagarre un petit peu pour avoir... Alors, ce que je dis ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le commander, vous pouvez quand même le commander sur tous les sites, etc. Mais c'est vrai qu'on l'attend un petit peu plus, on galère un petit peu plus. Voilà. Donc un éditeur qui n'a pas d'argent, un éditeur qui galère un peu lui-même, et qui donc, voilà. Mais c'est pas... Je veux dire, c'est vrai qu'au début, quand on a commencé avec vous deux, on n'avait pas l'optique, en fait, qu'on pouvait aller plus loin, en fait. Et que, parce qu'aujourd'hui, des textes qui attendent, on en a. Je crois que jusqu'à 2026-2027, on peut rien prévoir de plus. Hein. On a 2 textes par an jusqu'à 2027. Et qui sont des très très bons textes. Et très différents à chaque fois, parce que chaque histoire est singulière, chaque parcours, chaque aventure. Et à la fois avec ce que je disais, avec ces topos comme ça qui reviennent dans le texte. Voilà, c'est comme ça. Et puis surtout, si chacun se met à écrire plusieurs livres. Hein. Ah ben oui, j'espère là, bien. En temps, on espère, hein, on a demandé de ça, alors là. Et du coup, pour finir ce que disait Dominique tout à l'heure, c'est que Dominique, toi, c'est ici que tu as connu le livre, et puis nous, on s'est connus à Beaujac. Et c'est toi ou Véronique qui me dit, on a lu un livre super, et tu me le cites, et tu dis, on l'a publié. Voilà, donc c'est pour dire que c'est... Oui, j'ignorais qu'il y avait ces liens étroits. Et justement, le tien, le dernier, Marie, j'ai envie de te demander tout simplement comment tu ne désespères pas. Parce que ton livre, c'est un récit d'enquête multiple, et parfois on se perd avec toi, qui veut montrer à quel point on se perd dans toutes ces histoires qui se recoupent parfois. Et comment tu fais pour ne pas désespérer? Parce qu'à te regarder, on a le sentiment que... La question, c'est comment je fais pour ne pas désespérer, alors qu'en 1 an, on enterre 10 garçons au Pays Basque. Mais non, j'ai pas de réponse à ça en fait, j'en ai pas, parce qu'on désespère. La réalité, c'est qu'on désespère. Alors après, après on sert à rien si on fait que désespérer non plus. Donc 10 morts sur une frontière qui est à l'intérieur de l'espace Schengen, que personne ne sait en fait. Hein. Donc ça veut dire 7 morts dans l'Habitat-Soa dont on a parlé tout à l'heure, et 3 morts sur une voie de chemin de fer, après avoir été refoulés je ne sais combien de fois du côté espagnol, alors même que ces refoulements sont illégaux, hein. Mais les chiffres à un moment donné ne disent pas grand-chose, parce qu'on les humanise aussi. En 3 mois sur la route de Tunisie à Lampedusa, de Sfax à Lampedusa, on est dans des comptes très bas, parce qu'on collecte les gens qui demandent, qui cherchent leur famille, etc. On collecte ça nom après nom et photo après photo. On en est à 2500 morts en 3 mois. Donc on n'a pas, je crois qu'on a perdu complètement la mesure de la tragédie, du drame qui est en train de se dérouler. Là, alors comment vous faites pour ne pas désespérer? C'est pareil en fait. Hein, comment on fait pour ne pas désespérer? Nous tous. Mais en fait, on désespère, on se rend malade en fait. La majorité des gens
Le problème, c'est la différence. On a tout Et pour ça, le savoir. c'est pas ton cas. C'est Ah ça non, la mais différence. on a tout pour le savoir, les Ouais. gens le savent. Mais non, les gens ne le savent pas. Non, on peut pas tout savoir. On peut pas tout savoir parce que dans ton livre, s'il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est que tu montres aussi à quel point, parce que c'est une expression que tu emploies plusieurs fois, l'illégalisation des déplacements. On prend des mesures européennes, gouvernementales, qui vont illégaliser Merci de dire ça, Dominique. Parce des que déplacements souvent, et on le découvre. On découvre que c'est le fruit d'un agencement d'accords tacites ou pas tacites du tout qui conduisent à ces désastres. Et merci de dire ça parce que c'est une petite subtilité parce qu'on parle souvent des migrations illégales, mais non, une migration c'est jamais illégal devant la loi des hommes en fait, c'est illégalisé. Et c'est une nuance que je tente de faire souvent. L'immigration elle n'est pas clandestine, elle est clandestinée. On la rend comme ça en fait. Quitter un pays enfin c'est les droits de l'homme, hein, c'est écrit. On peut quitter son pays. Et donc, par définition, si on peut quitter son pays, c'est qu'on peut entrer dans un autre. À moins qu'on reste, je ne sais pas où, justement, sur un nuage, mais bon. Et Donc, tu expliques aussi que les pays européens sont illégaux parce qu'ils ne respectent pas leurs propres lois. Par exemple, tu t'es beaucoup occupé de l'accueil des mineurs isolés, comme on dit. Et les mineurs isolés, il y a une loi qui oblige tous les pays européens à accueillir les mineurs, quels que soient. C'est pas une loi, c'est la convention de l'enfant. Oui, c'est comme une loi. Oui, bon, mais ça et qui n'est pas respecté du tout. D'une part, non, mais il y a un autre exemple qui est peut-être plus parlant en fait sur ces questions-là. Donc, en janvier 2021, la frontière entre Hendaye et Irun, c'est pas la seule, hein, mais je parle de celle que je connais, est complètement fermée avec un dispositif policier qui fait qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Bon, 10 morts en un an. Bon, cette frontière est fermée. Si les frontières Schengen peuvent être fermées alors que le règlement Schengen dit que justement ce qu'on gagne à l'intérieur de l'espace Schengen, c'est que la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, il a bien fallu trouver une fiction, quelque chose pour raconter que ça c'était possible de fermer. Et donc on trouve comme, c'est pas une fiction, mais enfin je mets des guillemets à fiction, vous voyez ce que je veux dire en fait, comme, pas prétexte non plus, enfin comme histoire à raconter, qu'on peut fermer pour cause de danger en fait ponctuel pendant 6 mois. Et le danger ponctuel, il a été trouvé parce que c'est facile de trouver des dangers ponctuels. Un jeune homme a tué un curé dans une église à Nice. Ça a été pas par malheur, hein, c'est un drame terrible. Et ce drame terrible, en fait, a provoqué, on a dit voilà, là c'est un attentat terroriste. Bon, c'était surtout le geste complètement désespéré de quelqu'un qui est en train de devenir fou et qui l'est sans doute aujourd'hui. Et ce geste-là a servi, si vous voulez, on a dit tiens, 6 mois. Et on avait 6 mois. Bon, mais que dit le règlement Schengen? Le règlement Schengen, qui ouvre les frontières, dit si le danger, 6 mois après, est le même, n'a pas changé, ça veut dire qu'il faudrait trouver des preuves concrètes pour dire que le danger qui a permis de fermer les frontières pendant 6 mois s'est développé, ou a changé de nature, ou s'est transformé, etc. Mais si ce n'est pas le cas, alors on ne peut plus fermer les frontières Schengen, il faut les ouvrir. Ça n'a pas été le cas, elles ont été fermées jusqu'à maintenant. Elles commencent à s'ouvrir un petit peu maintenant. Il y a d'autres techniques. Voilà. Donc, qu'on fait des associations, on est devant la Cour de justice européenne, de l'Union européenne, qui quand même est garante de quelque chose qui s'appelle l'Europe. Bon. Et la Cour de justice européenne a dit, en effet, c'est complètement illégal. C'est complètement illégal. Et l'arrêt, il est évident, pour cette raison-là. Et donc, avec cet arrêt de la Cour de justice européenne, qu'ont fait les associations et les avocats, ils sont allés devant la Cour de cassation en France et ils ont dit, c'est complètement illégal, l'Europe le dit. Et qu'a dit la Cour de cassation? Mais pas pour nous.
Ça continue. Et voilà. Donc bon, je ne sais pas ce qui peut être contraignant en termes de loi, en termes de règlement, en termes de. On sait bien que tout se négocie. Les lois et les règlements, ils sont là pour quelquefois, bien sûr. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que voilà. Je voudrais que vous reveniez quand même plus à fond sur la question qui me paraît centrale qu'a posée Dominique et qui s'applique à vous deux, en fait. Comment vous ne désespérez pas? Mais parce qu'on est ensemble. C'est une question, elle se pose par rapport à toi qui est tellement engagée, qui s'épuise. Je ne voudrais pas en rajouter devant elle, mais Marie, elle s'épuise. C'est un boulot à plus qu'à plein temps. Elle s'occupe sans arrêt de résoudre des impasses diverses par rapport à tous ces exilés qui en France n'arrivent pas à pouvoir avoir un espace, soit pour enterrer leurs morts de façon digne, soit pour que les enfants retrouvent leurs parents qui sont déjà en France, quoi. Et il y a des situations désespérantes et épuisantes. Mohamed aussi, quand on voit le parcours, sans être dans le misérabilisme qu'il refuse absolu, il a eu un parcours qui plusieurs fois amenait au désespoir le plus total. Je veux dire, des jours entiers à ne pas manger, des journées, des périodes à dormir dans la rue parce que personne ne pouvait l'accueillir. Il n'avait pas de logement, que ça soit déjà à Dakar ou que ça soit en France, à Marseille et ailleurs. Tu as dormi dans la rue, tu as crevé de faim. Et malgré tout, donc pour des raisons différentes, les deux, vous avez plus fort que le désespoir et la noirceur, vous avez toujours une énergie, une force d'âme extraordinaire. Alors, il y a des raisons que vous suggérez. Oui, non, je veux dire parce que ça va s'échapper après. Oui. Justement, je ne désespère pas parce que je fais ce que je fais. Parce que je désespérerais d'entendre que Darmanin trouve Mélanie trop molle. C'était hier. Et du coup, oui. Et elle vaut rien, elle ne peut pas bloquer l'immigration, elle n'est pas assez extrême droite. Il a dit ça, Darmanin. Et du coup, ça te tombe dessus. Je dis, mais on se disait barrage républicain, et on faisait les 14, tout ça. Et là, on te dit ça. Et du coup, comment je fais pour pas désespérer? Je fais ce que je fais. En fait, je ne désespère pas parce que je fais ce que je fais. Et ça, c'est première chose. Et je désespère pas parce qu'on gagne des trucs. Et que c'est tout petit ce qu'on gagne, c'est au niveau d'une. Mais une vie, c'est pas tout petit, c'est un joli niveau. C'est le niveau d'une vie, ben, c'est un joli niveau, ça va. C'est bon. Et ben on gagne ça. Et donc, ça, juste, c'est bon. s'interrompt 2 secondes pour remercier et saluer Yamina et son mari. Voilà, en les remerciant infiniment. Et la troisième raison de ne pas désespérer, c'est que on le fait ensemble. On n'est jamais tout seul en fait. Voilà. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons que tu ne veux pas dire, mais qui sont suggérées dans vos livres, et notamment 2 raisons communes, souterraines, qui sont essentielles. Je reviens à l'écriture. Le fait que pour des raisons différentes, vous écriviez, les deux vous donnez des raisons que je trouve très similaires à en quoi l'écriture c'est vital pour vous. Et tu l'expliques bien à un endroit, tu dis à un endroit, je ne sais pas si tu l'as en tête, ce que t'apporte le fait d'écrire. Tu peux le redévelopper ou tu vois plus à quoi je fais allusion? Je ne vois pas exactement, mais c'est que ce que ça m'apporte d'écrire, ça m'apporte déjà quand j'étais dans les moments les plus difficiles, parce qu'aujourd'hui ça va mieux. Le moment que j'écris vraiment, je pense que ça m'a empêché de devenir fou, parce que quand on est entre 4 murs, on ne sait pas où aller, comme je répète chaque fois. J'avais pas grand chose à faire en fait. Donc la nuit, j'avais du mal à dormir, mais l'écriture m'a beaucoup aidé à me dire que je fais quelque chose ou je peux faire quelque chose. Donc l'écriture, ça m'apaise. Donc j'arrive à dire certaines choses dans mon livre que j'avais jamais dit auparavant. Donc je pense que c'est une liberté au fait. C'est un endroit où on peut s'exprimer comme on veut, parce que c'est un peu ton monde que tu crées toi-même. Et tu dis aussi que ça permet
par rapport au désordre que cette vie chaotique amène, que ça me permet de t'apaiser en réorganisant dans la tête les choses, quoi. Oui, exactement. C'est ce que tu dis aussi. Oui, exactement. Comme je dis, c'est les moments difficiles et où, quand tu sais pas quoi faire, au lieu de passer ton temps à te stresser, je pense que en laissant des souvenirs en écrit, de fois on a des émotions qu'on oublie, mais si on les écrit, bon, on les oublie pas. Donc c'est facile de prendre un mauvais chemin, faire n'importe quoi, mais écrire un livre, c'était pas évident. Donc il faut être concentré sur quelque chose et avoir des objectifs dans la vie. En fait, ça m'a donné une route. Moi aussi, quelque chose me surprend dans ma vie aujourd'hui, c'est vraiment écrire un livre, en fait, parce que je m'attendais pas. Vraiment, je ne lisais jamais auparavant, mais comme on dit, la galère inspire. Voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose de ma vie. Donc qu'au lieu d'être là, au lieu de s'abandonner, voilà, je me suis dit, je vais pas m'abandonner, je vais trouver une solution. Voilà, c'est le résultat. Juste ça. Et les deux, vous avez aussi une force pour ne pas renoncer à être libre. Et par exemple, Marie, le dernier mot de ton livre, c'est libre. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Oui, c'est pas toi, mais il n'empêche que tu as décidé de mettre ce mot. Ah oui. C'est le dernier mot du livre. C'est Mohamed Saoud, qui est ce jeune qui s'est retrouvé sur les rails. C'est le seul rescapé à Cibourg, entre Hendaye et Bayonne, disons pour le dire rapidement. Et lui, il n'est pas mort, mais sauf que ça a été une situation très difficile. Et c'est lui qui termine, là, vous vous quittez provisoirement, il dit « N'oublie pas, je suis libre ». Et toi aussi, c'est ce que tu dis à différents moments, « Je veux être libre ». Et cette volonté d'être libre, comme une nécessité, comme une condamnation, c'est quand même quelque chose qui tient, qui vous tient. Mais moi, je n'ai jamais pensé que je n'étais pas libre dans ma vie. En fait, j'insiste que je dois être libre, en fait. Si je parle, je sais que très souvent, ça m'a retombé dessus. Parce que quand on arrive en France, on est sans papier, on doit accepter beaucoup de choses. Et que moi, j'avais tendance à dire non. Par exemple, quand tu vas dans une famille d'accueil qui sont très très gentils, parce que déjà, ouvrir ta porte pour quelqu'un, c'est pas petit. Mais il y avait chaque fois, c'est comme ça, des règles pour des accueillis, mais jamais pour les gens qui accueillent. Bon, quelqu'un qui avait déjà eu une vie en Afrique, je suis venu ici, j'avais 18 ans, sur mes 18 ans. Donc, quand on arrive quelque part, on a déjà notre manière de vivre qui est différente, qui est très beau parce que c'est une charge en fait, on apprend de l'un et de l'autre. Mais le problème est que très souvent, tu deviens tout de suite un peu un handicapé, on doit te faire monter, de fois on parle de toi, à ta présence, t'as pas ton mot à dire. Donc moi, c'est ces choses que j'accepte pas. Donc, c'est vrai, j'ai galéré d'avoir les papiers, c'est que je ne me suis pas comporté comme les autres sans papiers, à accepter tout, à faire ce qu'on demande. Parce que la liberté, c'est aussi suivre sa voie, parce que quoi qu'il arrive dans ça, et je ne demande pas de faire n'importe quoi, mais moi, très souvent on me disait d'abandonner certaines choses, mais je ne vais pas abandonner pour quelqu'un. Et si je veux chanter, je chanterai. Et si toi tu penses que la musique c'est très compliqué, mais moi ça me fait du bien. On ne gagne pas des millions partout, parce que beaucoup de personnes pensent que le football c'est un jeu avant tout, par exemple. On me demande, t'es pas devenu professionnel, mais grâce au foot je suis devant vous. Grâce au football, je suis pas passé par la mer. Et grâce au football, et j'ai écrit un livre parce que tout commence là, et ça m'a empêché de faire tellement de choses. Et voilà, et le résultat, c'est de ne pas comment dirais-je, de ne pas devenir quelqu'un de mauvais, de s'en sortir, être bien. Quand je dis bien, c'est avoir ton bonheur. Ton bonheur, c'est ce que toi tu ressens, c'est parce que les gens voient forcément.
Voilà, donc j'ai pas accepté, donc je dirais que ça m'a un peu retombé dessus, mais la liberté, moi, c'est de suivre ma route, quoi qu'il arrive, et assumer, au fait. Et Marie, d'une autre façon, c'est la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, tu étais prof, pour tout dire, et prof de lettres classiques, et vous savez le mépris désormais de l'éducation nationale par rapport au latin, au grec, donc ça allait disparaître. Et tu écrivais aussi parallèlement, et tu as préféré prendre le risque, quand même, le risque de démissionner de l'éducation nationale, il faut le dire. Oui, j'en fais pas. Non, mais je sais que tu ne veux pas t'en glorifier, mais je veux dire, tu as eu cette exigence de liberté, et par rapport à tes livres et ton cheminement d'écrivain, tu as une exigence de liberté pareille, quoi. Oui, je me reconnais bien dans ce que dit, dit Mohamed, évidemment. Mais je me dis souvent aussi une chose peut-être qui dit la même chose que ce que tu dis, mais de toute manière, on se demande souvent, quand on fait les choses correctement, comment on fait pour accueillir bien, mais on devrait aussi se poser une autre question, hein. Comment je serais un exilé, moi? Comment je serais comme exilé? Moi, je serais très mauvaise, hein, je pense. Ah non, mais c'est vrai, hein. C'est insupportable, hein, d'être chez les autres et d'avoir tout ce que dit Mohamed là, qui le dit très bien. Moi, je l'ai vécu aussi. On a beaucoup réfléchi à tout ça. Et je pense que cette question, on se la pose encore moins souvent que l'autre, quoi. Comment accueillir et comment s'exiler et comment je serais moi comme exilé, hein. Je pense que si on se la pose tout de suite, ça renverse. Et puis, justement, ça nous teste aussi un peu sur cette liberté qu'on croit avoir. Et en réalité, ça en est pas une. Souvent, ça n'en est pas une, en fait. Et c'est marrant ce que tu dis, Mohamed, parce qu'à la fin des îles, quand ce jeune homme qui est chez moi me dit, parce qu'il a eu un souci avec l'administration, donc l'administration lui fait des histoires. Justement, il a eu un souci parce qu'exactement comme Mohamed, il se laisse pas faire et il a déjà sa vie, il a 28 ans et il a des façons de faire, il fait rien de mal non plus, et il n'y a pas de raison en fait. Et il est accueilli provisoirement dans une sorte de 115 médicalisé et il peut marcher avec des béquilles ou sur un fauteuil roulant, et ces gens-là ne veulent pas en fait qu'il sorte, qu'il aille en ville. Alors qu'il peut aller en ville, la ville elle est là, et voir les gens, ça lui fait du bien, etc. Et donc il n'obéit pas à la demande qui est, tu dois rester pour faire les ateliers typographie, les ateliers coloriage, les ateliers confiture et tout ça. Débilitant. Oui, et qui ne l'intéresse pas, il a bien le droit. Et il y a des gens que ça intéresse peut-être, il y a des gens qui disent non, pas dire que ça les intéresse pas, mais lui il dit ça ne m'intéresse pas. Il le dit vraiment gentiment avec le sourire, mais il dit ça ne m'intéresse pas. Et donc il sort quand même, et donc on lui pose des soucis, etc. Le livre finit comme ça. Et donc je lui dis, comment on va faire? Parce qu'il a besoin d'avoir une assistance médicale. Moi je lui propose ma maison, mais ma maison il y a des escaliers, donc c'est assez compliqué. Et comment on va faire? Et c'est moi qui suis inquiète, et il me dit, mais n'oublie pas, je suis libre. Ça finit comme ça. C'est pas sans poser question sur ce qu'on entend par liberté, parce que c'est pas une liberté absolue. Là, tout ce que vous avez dit, et Mohamed on le lit très bien dans son propre témoignage, c'est combien l'aide peut être une contrainte et imposer des normes qui sont totalement aberrantes, parce que je crois qu'effectivement, si on devait se trouver à la place, eh bien on ne supporterait pas. Personne ne supporterait pas. Mais cette liberté, c'est pas une liberté absolue, parce que j'ai quand même le sentiment que l'un et l'autre, vous demeurez très attachés, je ne sais pas comment le dire, mais à la tradition, à l'histoire, au passé, et ça se lit énormément dans ton livre, Marie, parce que toi, j'ai envie de dire que tu te sens obligé, aussi bien devant un étranger que devant un mort. Ben oui. Aussi obligé. C'est ça qui est extraordinaire parce que ce ne sont pas que des récits d'enquête qui concernent des gens qu'il faut aider que tu fais. C'est aussi comment identifier un corps, comment lui permettre de rentrer dans son pays pour recevoir les derniers sacrements. Des choses aussi, j'ai failli dire vitales, aussi vitales que celle-là. Mais on a le sentiment que cette liberté, elle est aussi
mu par une certaine obligation de respecter, alors je ne sais pas comment il faut le dire, des valeurs, des attachements, une foi, une espérance, une spiritualité, quelque chose comme ça. Alors, Et vous, Mohamed? je pense qu'il faut creuser cette question, je Oui. ne sais pas, parce qu'elle est tout de suite l'objet de beaucoup de malentendus, mais ce qui est commun aux deux et qui est aussi une façon de juguler une possible désespérance, c'est que les deux sont portés par un fondement qui les dépasse. Et par exemple, Mohamed, tu évoques quand même à plusieurs reprises, y compris dans le poème rappé, Dieu, la figure de Dieu, c'est-à-dire quelque chose qui est plus grand que toi et qui te tient. Et c'est important pour toi. Oui, quand je parle de Dieu, je parle à la fois, en fait, que ce soit chrétien ou musulman. Je pense que c'est important de croire en quelque chose, même juste lever sa tête et espérer. Je pense, pour moi, c'est une croyance. Beaucoup de personnes disent que moi, je n'ai pas Dieu, je crois en rien, mais souvent, on espère. Je pense que quand on espère quelque chose, exauce quelque chose. C'est ce que, voilà. Donc, oui, dans tout ce qu'on fait, il faut, je pense que ça revient à l'espoir à demain, quoi. Donc, moi, je suis né dans une famille musulmane, mais en Guinée, c'était un pays laïque, que j'ai eu des amis chrétiens, que beaucoup de choses dans les religions que j'ai découvert en France, déjà les gens ne s'appuient pas sur beaucoup de choses. Là-bas, on s'en fout que tu sois si ou tu sois chrétien ou musulman, vraiment. Donc, mais la foi m'aide dans beaucoup de choses. Quand j'ai dit la foi, et j'apprends aussi des gens que je rencontre, des bonnes personnes qui inspirent aussi des gens, parce que sur la route, il n'y a pas que du mauvais, même des fois, ce qui est difficile, on apprend beaucoup de ça, comme on dit souvent, et Dieu donne ses plus grands combats à ses plus grands soldats. Je ne dis pas que je suis un de ces soldats, mais je dis ces mots-là pour me donner plus de force. Il vaut mieux être positif que négatif. Quelqu'un qui pense positivement, même dans la difficulté, a plus de chances de s'en sortir que quelqu'un qui se dit « Ah, c'est fini pour moi ». Voilà, c'est juste ça en fait. Et Marie, tu dis la même chose à ta manière. Oui, la question de la spiritualité et puis de la foi, oui, elle est arrivée, je ne sais pas comment dire, mais quand on découvre le corps de quelqu'un dans la rivière et que quelqu'un prend un nom, prend une histoire, on est en relation avec sa famille, on va tout faire pour que, ce corps soit attaché symboliquement à son histoire, c'est-à-dire que ses parents souhaitent qu'il soit enterré d'une façon musulmane, mais en épousant, en fait, parce que je suis obligée dans le sens du lien, en fait, obligée dans le vrai sens du terme, en fait, du lien, de ce qui nous attache, de ce qui nous lie, Et quand on le fait, on ne peut pas le faire à moitié, on ne peut pas le faire, comme le dit Mohamed, si on le fait parce qu'il y a une espérance, pour le moins une espérance, déjà ça, de quelque chose. Et cette espérance, alors un exemple très précis, ça a été très compliqué d'enterrer Yaya Karamoko. Il a fallu que sa petite sœur, qui vit dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, aille à Abidjan. À Abidjan, quand il y est allé, on lui a dit non madame, pourquoi on vous a dit de venir là, c'est le ministère des Affaires étrangères. Ils l'ont très mal reçu. Elle a dû se payer une nuit à Abidjan. On l'a aidée, bien sûr. Le lendemain, elle y est retournée. Elle a été géniale parce qu'elle a eu l'idée d'enregistrer la conversation avec le ministère des Affaires étrangères, qui lui disait non, alors que moi, le consul en Espagne d'Abidjan me disait oui, il faut faire ça. Et là, on lui dit non. Alors, elle avait aggravé la conversation. Ah ben, écoutez, monsieur, la conversation. Donc, on lui dit non, on lui dit oui. Ah, excusez-nous, on va régler ça avec le ministère des Affaires étrangères. Enfin, il a fallu faire vraiment beaucoup de choses. Tant en Espagne, ça a été aussi compliqué qu'en Côte d'Ivoire. Hein. Autant dans un pays que dans l'autre. Hein. Autant de mauvaise volonté d'un côté que de l'autre, en fait. Donc, ça a été très compliqué. Quand on fait ça et qu'enfin,
les documents signés par le notaire à Abidjan, etc., et tout arrive, et que DHL, moi le jour où DHL devait arriver chez moi, donc DHL, vous savez, c'est comme Colissimo, machin, la poste, le jour où DHL, je pouvais rien faire, je pouvais pas lire, je pouvais pas travailler, je pouvais pas sortir, j'attendais DHL, et chaque fois qu'il y avait un bruit de moteur dans la rue, je descendais pour voir si c'était pas ça, et jamais. Donc avant la fermeture, je sais qu'il devait être là, le colis, il n'y est pas. Je pars au centre de tri de DHL, et ce truc a disparu, ce courrier a disparu. Je rentre à ma voiture, j'étais complètement désespérée parce que le juge attendait ça pour libérer le corps et pour l'enterrer. Et on avait de trouver une place dans un cimetière musulman, et il n'y en a pas 36 000, c'était compliqué tout ça. Et quand j'arrive à DHL, je repars à ma voiture, c'est fini, on a raté, peut-être demain, mais ce jour il est fini, c'est une attente sans fin en fait. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, je suis revenue, ça avait fermé, la fille fermée. Et je lui ai dit, on ne peut pas rechercher s'il vous plaît. Et elle commence à pousser les cartons et tout, et comme c'était une petite lettre, elle cherchait le colis, mais en fait c'était une lettre, il s'était glissé entre deux colis. Et cette lettre qui arrive, elle arrive comme un signe en fait, comme un symbole incroyable en fait. Et là, si Yaya Karabuko il n'est pas avec nous, je ne sais pas où il est, il était là. Hein. Et quand je suis partie à Irun en voiture pour amener vite ça au juge, au tribunal, c'était, je sais pas, un moment qui nous a tous liés, la petite sœur, en Côte d'Ivoire, l'imam de la mosquée d'Irun qui a fait tout le travail, même la personne qui était de ce jour-là de permanence au tribunal en fait, au tribunal à l'état civil en fait à Irun. Et donc voilà, donc c'est ce que j'appelle foi, l'espérance, je ne sais pas comment vous voulez le dire, mais c'est le lien en fait. Et le mot je suis obligée, moi je ne le formulais pas comme ça, c'est quand il y a eu l'accident horrible de train, parce que tous les 3 corps du coup avaient été percutés par le train, et c'était très difficile de les identifier parce que c'était plus des corps, vous voyez. Et il y avait un survivant qui avait vu ça, qui avait vécu tout ça, donc Mohamed Saoud. Et ce survivant, il est à l'hôpital, on sait qu'il y a un survivant à l'hôpital, et je me suis dit, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas qui c'est, mais j'y vais. Peut-être qu'il a besoin d'une carte SIM, j'arrive avec un téléphone, parce que au moins ça, qu'il puisse dire à sa famille, je suis vivant. Et j'arrive avec, on me dit oui, on me dit masqué, tout ça, c'est une personne par jour, c'était toute la période. J'arrive dans sa chambre, et dans sa chambre, il y avait un monsieur algérien, il est algérien moi-même, mais un monsieur algérien qui venait d'Irun, qui avait eu la même idée, il s'appelle Sofiane. Et je lui ai dit, waouh, on a fait la même chose. Il m'a dit, oui, je viens prier. Et je lui ai dit, mais de venir de loin comme ça, mais... Et il m'a dit, mais je suis obligée. Obligé. Il m'a dit ça, c'est lui, je le dis, c'est lui qui m'a dit le truc, je suis obligée. Et là, j'ai compris que moi aussi. Voilà. C'est l'histoire du celui. Tu dis quelque chose qui est magnifique pour dire qu'une histoire, donc ces histoires-là, par exemple, n'est pas un hall de gare, tu n'y entres pas pour en sortir, tu y es avec toute la famille, tu portes avec eux le deuil incommensurable. Ah bah oui, on l'a porté. C'est pas un self-service, quoi. Oui. Ouais. Oui, c'est pour ça que tu écris que les morts sont des histoires. Oui. Ça fait des histoires qu'on peut lire effectivement. Mais ça montre aussi à quel point la façon dont sont contraints les corps par l'administration, peu importe que le corps soit vivant ou mort, c'est pareil. L'administration, Il y a un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'il y a un des morts de la Vida Soa, qui s'appelle Sohaibou Bila, bref, on n'a pas réussi à l'enterrer côté espagnol parce qu'il n'y avait plus de place dans les cimetières musulmans, on était après le Covid, et les gens qui se font rapatrier quand ils meurent, là ils n'avaient pas pu pendant 2 ans, 3 ans, et donc il n'y avait pas du tout de place, donc c'était un peu la panique, on cherchait une place désespérément. Finalement on a payé un cimetière privé, musulman privé, dans l'Andalousie, mais sur le moment il y a eu l'administration qui nous a presque permis, mais moi je ne pouvais pas en fait, aller vers cette voie, je ne pouvais pas, de passer la frontière
avec le corps pour qu'il soit enterré en France. Et là, tu te dis, il est mort, il peut. Ah oui. D'accord. C'était tellement choquant. Il était mort d'avoir été empêché une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il est passé. Et ils sont pas dangereux. Et tu dis aussi, dans le prolongement, il n'y a qu'une façon d'être dans une histoire, la porter entièrement. Ce que signifie porter, être engagé à égalité. Ouais. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de choses, en fait. Je fais, par exemple, l'histoire de la tragédie du train avec Mohamed. C'est pas fini, c'est pas terminé. Il a débattu, mais c'est pas terminé. On a des choses à faire encore avant qu'il n'ait plus besoin du tout de moi, en fait. Mais et du coup, c'est tout, quoi. Enfin, c'est pas tout, c'est d'autres choses, mais enfin, c'est à part entière, en fait. C'est-à-dire que si demain il a faim, si demain il m'appelle parce que il a le cafard, je suis autant engagée, en fait, que lui dans cette histoire. C'est tous les aspects, en fait, de la vie. Mais comment on peut supporter ça? Mais parce qu'on choisit aussi. C'est pour ça. Enfin, c'est très compliqué de dire ça parce qu'on a l'impression qu'on choisit le cas par cas plus que le plaidoyer politique. Mais non, parce que le cas par cas, c'est ce qui me reste en fait. Pour pas désespérer, on l'a vu. Et aussi. Et après, c'est à trouver, en fait, une sorte de tension entre les deux. Mais moi, délibérément, je sais qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire que ça, en fait. C'est-à-dire suivre, accompagner une histoire jusqu'au bout. Ne pas la laisser en suspens. Et le bout, ça peut prendre 1 an, 2 ans d'énergie folle. Oui, c'est ça, 2 ans. Et vu que tu as prononcé le mot, j'insiste là-dessus parce que c'est l'objet de tellement de malentendus dans notre modernité quand même. Les deux, vous parlez de prière. Alors aussitôt, il va y avoir le volet qui se ferme parce que prière, ça va être catho, musulman, ça va être religieux. Et il s'agit, ce que vous dites les deux, c'est quelque chose de bien plus grand que cela. C'est comment dire, c'est quelque chose d'être porté par un principe qui est plus grand que soi, quelle que soit la façon dont on le nomme. Et on n'est pas du tout obligé de nommer ça religieusement, quoi. C'est qu'on est tenu par quelque chose de plus grand que soi. C'est ce que tu dis, en fait. Et c'est ce que tu dis aussi, quoi. C'est ce qui te permet, Mohamed, tu le dis très bien aussi, d'avoir évité toutes les dérives pour être faussement libre qu'on te proposait. Il y avait plein de solutions qu'on t'a suggérées. Oui, mais toutes les solutions ne sont pas forcément des solutions. Donc, n'est pas oublier ce qu'on est, où on veut aller, parce que quand je rencontre une personne, je vois la personne d'abord. Je n'ai jamais demandé à une personne vraiment de toute ma vie quelle religion. Parce que moi, je suis né musulman parce que mes parents étaient musulmans. Donc, le plus important, mon ami qui est chrétien ou pas, c'est de croire en quelque chose. Et j'ai un ami qui s'appelle Jordan, qui fume beaucoup de fois, mais qui me dit tout le temps que lui, il ne croit en rien. Mais un jour, il avait beaucoup fumé, et il avait tellement fumé qu'il avait peur lui-même. Et ces jours-là, il a prié de ne pas mourir parce qu'il avait peur. Donc, j'étais content, c'était difficile, hein, j'avais pitié de lui, mais, vous voyez, donc, au fond de lui, il croit en quelque chose sans le savoir. En le refusant, quoi. Peu importe, hein, et je peux pas dire en le refusant, mais peut-être que les circonstances de la vie font qu'on juge les gens autrement. Il y a des gens qui rejettent leur famille, et il y en a qui veulent pas aider d'autres personnes parce qu'ils pensent qu'ils ont été abandonnés. Moi, mon père, il n'a pas été là, mais j'aimerais bien savoir un jour c'était quoi la vie de mon père, il a vécu quoi, parce que c'est facile de juger les gens, mais c'est difficile de savoir vraiment ce que les gens vivent aussi de loin. Voilà, c'est pour cela que discuter avec des gens, c'est mieux. On ne peut pas expliquer les choses en un mot. Il y a beaucoup de personnes qui se font des ennemis. En vrai, il n'y a pas de raison
d'être ennemi au fait. Parce que la personne que tu détestes des fois, c'est un peu la peur des autres au fait. La peur des autres, c'est parce que tu connais pas la personne. Voilà. Et la réalité, moi j'étais bébé et ma mère et mon père se sont séparés. Et donc j'aime bien ma mère, j'adore ma mère, c'est ma force, je dirais. Mais qui avait raison, qui avait tort dans cette séparation? C'était la faute de qui? Donc voilà, je peux pas rejeter la faute sur l'autre. J'aimerais un jour, je dois partir bientôt en Afrique, discuter avec mon père pour mieux comprendre et pardonner pour être en paix avec moi-même. Voilà. Je l'ai jamais perdu, je savais toujours ce qu'il était. Voilà. Et tu dis la même chose par rapport à Monsieur Si. Oui. Ben, quand on regarde les choses, c'est Monsieur Si c'est l'agent qui m'a voilà, qui m'a pris à Dakar, grâce à lui je suis venu en France et avec beaucoup de rêves voilà, qui continuent encore aujourd'hui. Donc beaucoup de personnes au tout début j'ai accepté parce qu'il faut grandir un peu. Tu me disais monsieur Si c'est une mauvaise personne. Bien vrai que ce qu'il fait c'est pas du tout bien d'être passeur, mais si je regarde de bon côté, moi j'ai des vrais amis que je cite au début de mon livre qui sont morts par la mer qui voulaient traverser. Moi je connais des gens qui ont payé de l'argent pour traverser, mais qui n'ont ni traversé, ni eu leur argent. Donc il y a tellement de cas, mais grâce à monsieur Si, pardon, moi je suis monté dans l'avion, dans Air France, je suis venu confortablement, je suis descendu à Marseille. Ça a été difficile après, mais c'est ma route, en fait, c'est mon destin. Moi, je crois au destin. Il y a pas une vie qui est facile ici. On sait tous sourire, mais au fond, tu verras personne qui a une vie parfaite, en fait. On peut avoir de l'argent, mais au fond, il y a beaucoup de personnes qui ont des difficultés, qui ne disent pas. Donc, moi, j'accepte mes difficultés comme l'école de la vie. Parce que quoi qu'il arrive dans la vie, on apprend avec ce qui nous arrive, en fait. Donc, je n'ai rien contre M. Si. Je dis vraiment, si j'avais les moyens aujourd'hui et que je rencontre M. Si, peut-être que je parlerai avec lui et je l'aiderai peut-être à être un vrai agent. Parce que les enfants d'Afrique aussi ont besoin de rêver. Et grâce à M. Si, je rêve encore aujourd'hui malgré tout ce qu'il m'a fait. Donc, vraiment, aujourd'hui, je le pardonne. Et sincèrement. Moi, je peux peut-être rajouter une chose sur le côté passeur, là, puisque tu l'as évoqué. Juste, c'est un petit niveau, puisque c'est entre Irun et Bayonne, on va dire, donc c'est 40 km, 30 km. Bon. Avant, la frontière était ouverte, même s'il y avait des contrôles d'identité dans les bus, etc. Donc il y avait des renvois quand même. Et puis elle s'est fermée, comme je vous ai dit. Et elle est devenue très dangereuse, comme je vous ai dit. Et à ce moment-là, il n'y avait absolument pas de passeurs, en fait, avant. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de passeurs. Bon, à partir du moment où la frontière s'est fermée, c'est le principe, il y a eu évidemment des gens qu'on appelle des guides, comme on veut, qui ont montré le chemin. Le drame de Mohamed Saoud qui a perdu sa jambe et des 3 autres copains qui sont morts, c'est de ne pas en avoir eu un guide. Hein. Le drame de Sohaibou, de Yahya Karamoko, de Abdoulaye Koulibaly et de Ibrahim Diallo, c'est de ne pas en avoir eu un guide. C'est de ne pas avoir eu les 50 euros qu'on leur demandait de payer pour passer. Hein. 100 euros maintenant, parce que ça monte avec des trucs. Du coup, bon, et même quand les collectifs, là aussi, très bien intentionnés, qui, eux, ne le font pas, parce que passer la frontière, ça reste un délit, vous le savez, même si le délit de solidarité, c'est fini, il n'y a plus de délit de solidarité, sauf celui de passer une frontière interne. Et du coup, les collectifs, ils ne le font pas. Ou s'ils le font, sans dire qu'ils le font, évidemment, ils vont pas le faire tous les jours, pas le jour où le lendemain il faut amener sa petite fille chez le dentiste pour arracher la dent sagesse, par exemple, parce qu'ils peuvent pas se le permettre, parce qu'ils peuvent pas se permettre, et c'est normal, d'être en garde à vue ce jour-là, ils ont besoin, et puis parce qu'ils vont au boulot, enfin, etc., etc. Tout ça est normal, mais du coup, puisque toi tu peux pas le faire tous les jours au moment où les gens ont besoin, etc., le gars qui le fait tous les jours, et qui prend les risques qu'il prend, s'il prend 100 euros, c'est qu'il y ait 40 euros de plus que ce que prend un taxi normal, ma foi, vu le marché que c'est, et pas par la faute des gens, mais par la faute des autorités, moi je trouve pas ça scandaleux en fait. Pour tout dire, ça m'a servi aussi pour des gens qui étaient en fragilité de l'autre côté, et que je préférais voir vivants 30 km plus tard que
se désespérer à tenter de prendre le fleuve, en fait. Donc bon, alors après, il y a des escrocs. Mais justement, on ne les appelle pas les passeurs, les escrocs. Partout, oui. Les passeurs, ils font passer. Et cette Bidasoa, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est des passeurs qui ont fait passer les aviateurs anglais qui partaient à Gibraltar. Ils se faisaient payer. Ils ont eu la Légion d'honneur après. Ces passeurs-là, ils ont eu la Légion d'honneur. Et ceux qui... ils étaient payés. Ils ne pouvaient pas le faire gratuitement. Il fallait bien qu'ils soient disponibles n'importe quand. Et pour ça, ils n'avaient pas d'autre boulot que d'être passeurs à ce moment-là. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure où on diabolise complètement les passeurs, tu renverses complètement le regard et la réflexion par rapport à ça. Que les discours politiques, c'est les passeurs, le diable, les passeurs, les passeurs. Il y a des escrocs, hein, bien sûr. Hein. Et comme il y a des escrocs parmi les flics, parmi les politiques, parmi tout le monde, il y a des escrocs. Ce sont des témoignages aussi que tu fais de passeurs. C'est un autre travail du passeur. Oui, ça aussi. Hein. Oui, c'est vrai, et après, il y a un point sur lequel vous voulez dire quelque chose. Oui, parce que je parle avec des amis qui sont de l'autre côté, qui aimeraient traverser aujourd'hui. En fait, il y en a qui arrivent de l'autre côté, ils ne sont pas passeurs, mais pour avoir de l'argent pour traverser aussi, ils cherchent des personnes pour les regrouper, comme ça le peu qu'ils gagnent, ils essaient de traverser avec ça. Ensemble. Donc voilà, ensemble, voilà. On te dit, ça met 10 personnes, tu peux traverser, parce que les 10 personnes, on enlève un peu dans leur argent pour que tu puisses traverser. Voilà, donc c'est un peu des gens qui n'ont pas le choix deux fois. Après, j'aimerais revenir encore sur votre témoignage, parce que je trouve que ça il y a une dimension, ça a été dit tout à l'heure, hein, c'est pas... Vous apitoyez jamais sur vous, et j'ai le sentiment que c'est quelque chose d'assez exceptionnel, la façon dont vous avez de pas du tout vous apitoyer sur vous-même. Alors je sais bien qu'au début, quand vous relatez une des premières scènes du livre où vous parlez de votre mère, au moment où vous attendez qu'elle vous console, je crois qu'elle vous envoie une baigne. Oui. Ouais. Et on a le sentiment que c'est quelque chose qui revient, ça, dans votre position dans l'existence, de ne pas vous apitoyer et de continuer à marcher, de continuer à avancer. Oui, c'est une éducation chez nous. Quand on te dit, c'est un mot qui arrive tout le temps chez nous, tu es un homme. Ouais. Même quand même ma mère est décédée, je voulais pleurer, il y a une tante qui m'a dit, tu es un homme. Ça veut dire, un homme est poussé à être là pour la famille, pour tes sœurs, pour tes grand-mères, pour aller chercher, nourrir la famille. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas aujourd'hui quand on gagne 50 € ici et les 30 € par au bled. Parce que nous, on a été éduqués comme ça. Donc ma mère, quand elle n'est pas là, il vaut mieux pousser à ton enfant à savoir se défendre que tout le temps que tu sois victime. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Et tu peux faire le câlin à ton enfant, tu le gardes, mais et le jour que tu seras pas là, que tu n'es pas là. Aujourd'hui, ma mère n'est pas là. Mais j'arrive à tomber et me relever. Vous imaginez si j'étais là à attendre ma mère pour m'aider à me relever, ça allait être compliqué. Et c'était la raison qu'elle me disait, non, t'es un homme, il faut savoir te défendre. Et je suis bien content aujourd'hui qu'elle m'a donné ses fessées. En même temps, vous ne pardonnez pas tout. Dans votre livre, il y a aussi la dimension historique, l'esclavagisme, les colonies. On entend parler un petit peu de la dimension politique, effectivement, derrière votre histoire. C'est votre histoire, mais si ça peut concerner les lecteurs, c'est parce que ça devrait concerner tout le monde, chacun plutôt. Oui, moi c'est mon histoire, parce que je vais parler de mon pays, qui a connu beaucoup de difficultés, parce que le premier président de mon pays s'appelle Sékou Touré, qui est le président qui avait dit non au référendum. Donc les autres ont dit oui, vu que sinon la Guinée est un pays très très riche, on a un peu de tout. Donc après les pays forts comme la France nous a bloqué beaucoup de choses, nous a amené dans l'histoire, c'est vrai, et nous a amené des faux biais. Donc ces gens-là qui sont battus pour nous, Patrice Lumumba,
pour un peu de changement et pour garder notre dignité, je peux pas oublier ces gens-là. Donc si je parle de politique, je pense que c'est quelque chose dont tout le monde devrait amener sa part de goutte d'eau pour que ça fasse quelque chose. Donc si je parle de l'esclavage, c'est les Noirs ont beaucoup suivi dans ça. Et moi je suis noir, donc j'ai vécu au Sénégal, je connais Corée, j'ai visité la porte aller sans retour. Donc l'homme qui oublie son passé, pour moi c'est pas un homme au fait. Voilà, donc si je rends hommage aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je ne pardonne pas, mais c'est juste que je n'oublie pas. Et voilà, je n'oublie pas, c'est le mot. Oui, parce que 1 sur 1000, c'est une expression qui court dans le livre. Hein. Oui. A priori, on pourrait penser que ce 1 sur 1000, c'est l'auteur que ça désigne. Il a réussi. Mais non, ça désigne d'autres personnes. Et 1 sur 1000, c'est aussi Marie. C'est quelqu'un comme Marie. Exactement. Voilà. Exactement. C'est ça, 1 sur 1000. Il y a plein de 1 sur 1000 dans ce livre. Ouais. 1 sur 1000, c'est quelqu'un qui va tout donner, parce que 1 sur 1000, la personne qui m'a appris ce mot, c'est quand je suis arrivé au Sénégal, j'avais 15 ans. Il fallait que je fasse le gardiennage dans les maisons en chantier, devant les écoles, et moi j'avais ce rêve de devenir footballeur. Donc lui, il voulait pas, pour lui, l'enfant qui n'a pas son père dans un pays, qui n'a plus sa mère, ne doit pas rêver en fait, doit se contenter de peu qu'on lui donne. Moi je voulais tout donner pour moi, j'arrive ou pas, après ça je ne sais pas, personne ne connaît ce qui va arriver demain. Donc il me disait mon petit, le foot c'est comme la musique, c'est 1 sur 1000 qui réussit, mais 1 sur 1000 quand on arrive ici, on est des milliers, mais souvent c'est un qui arrive à être régularisé tout de suite, c'est celui qui arrive à s'en sortir. Bon, par exemple, il a donné un exemple très important, Marie. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent amener leur part de goutte d'eau, mais tout le monde tient à son confort et on donne pas le peu qu'on peut, on ne demande pas de tout donner parce que l'autre doit vivre aussi, moi je suis d'accord. Mais voilà, c'est tout le monde, il y a rare de personnes qui prennent leur temps de connaître les migrants, sont souvent jugés. Comme moi, avant d'arriver en France, j'avais beaucoup de préjugés sur la France, mais c'est après avoir connaître les Français que aujourd'hui je sais que on n'est pas trop différents. Il y a des bons et des mauvais partout, et on a peur surtout. Voilà, la peur, ça nous ralentit un peu tout ça. Alors, deux fois, on a peur, mais ce qui doit arriver, souvent ça arrivera. C'est un peu comme la mort, on peut pas éviter en fait. Donc le monde aussi, je pense que on veut ou pas, il y aura des noirs ici, comme il y aura des blancs en Afrique. Déjà, ils ont mal à accepter. C'est pour ça que le racisme, c'est ce qui m'énerve moi, vraiment de moi sur cette terre. Je suis noir, tu peux pas le changer. Et tu peux parler ce que tu veux, mais ce que je suis, tu ne peux pas le changer. Tu peux pas, les gens peuvent prendre ça comme de la fierté ou être hautain. Non, mais moi je suis tellement fier de ce que je suis et sans vraiment être mal poli, mais je pense que c'est les faibles, les gens, même dans le foot, quelqu'un qui est jaloux, qui va aller mal parler d'un autre joueur qui a son poste, c'est parce que il a peur de travailler, voilà. Donc si tu respectes les autres et que tu sais qui tu es, tu vas pas être jaloux ni d'être raciste en fait. Et le foot, c'est venu comment? Mais le foot, c'est le sport le plus facile à pratiquer. On peut le pratiquer avec le bidon, on peut le pratiquer avec tout. Donc comme nous on était pauvres, on n'avait pas de PlayStation, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. Donc des fois on pouvait faire le foot avec des sachets, avec un peu de tout. Donc je pense que dans les pays, dans les favelas, c'est le sport de tout le monde en fait. Je pense que c'est ce que j'avais et que ça m'a beaucoup aidé. Voilà, ça vient comme ça dans le quartier, tout le monde joue. C'est le sport majeur de chez nous. Ça vient comme ça. On peut peut-être ouvrir, je sais pas, vous pouvez participer. Si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas à ce moment. Ensuite, vous pourrez parler de façon plus personnelle, si vous voulez pas parler en public, de façon plus personnelle à l'un ou l'autre, notamment à l'occasion des livres. Vous pouvez leur faire dédicacer ensuite. Voilà. Parlez fort. Oui.
Je m'adresse à vous. Oui. Est-ce que votre deuxième livre est comme la continuation du premier ou est-ce qu'il est différent? Est-ce que vous élargissez Oui, je vais continuer 1 sur 1000, mais ce que je viens de citer comme un papillon, j'aimerais faire autre chose. Il ne faut pas que ça soit seulement 1 sur 1000, il faut j'essaie de grandir un peu. Mais le prochain, j'aimerais que ça parle d'autre chose. Est-ce que ça sera 1 sur 100 alors? Oh, pourquoi pas? Si, C'est mieux, c'est si on mieux. peut. Oui. Moi, je pense qu'on peut vraiment croire sans le savoir. Je pense que c'est ma façon de voir les choses. Et, par exemple, tu sors le matin pour aller chercher un travail. Tu ne sais pas, tu vas avoir le travail ou pas. Mais des fois, tu espères de trouver ce travail. Et la foi qui nous pousse à croire quelque chose, tu imagines que quelque chose de plus grand que toi peut faire du miracle. En fait, je ne parle pas de Dieu, il y a mon Dieu, ce que tu crois, mais je pense que tu as la foi en quelque chose qui te dit, ça peut le faire. Je pense que ça, c'est quelque chose que toi, que personne ne voit, en fait. Voilà, on espère. Donc, tu espères à quelque chose. Oui. Vous avez le droit de poser d'autres questions. D'autres remarques? C'est un grand débat parce que se posera la question d'origine le désir. Il y a une dimension de l'infini dans le désir. Merci beaucoup. J'essaie de... Elle vient d'où? Elle vient d'où? Ça vient de la Guinée. C'est guinéen typiquement. C'est du wax que les gens portent en Afrique. Donc souvent quand je fais des présentations, j'essaie de représenter un maximum l'Afrique. Voilà. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas une fille qui a écrit un récit. Peut-être que ça va venir, et c'est vrai que jusqu'à présent, il n'y a pas un récit d'une jeune fille. C'est plutôt des femmes qui voyagent, des jeunes, très jeunes femmes. Mineures, je pense qu'on les voit moins parce que heureusement elles sont un peu plus protégées, mais elles sont en moins grand nombre, hein, c'est vrai. Mais c'est vrai que peut-être qu'elles galèrent moins pour avoir accès au service de l'aide sociale à l'enfance. Mais en tout cas, par la frontière dont je vous parle, la frontière basque, qui voit passer des gens de Guinée, du Sénégal, de Côte d'Ivoire surtout, et du Mali. Mais en fait, maintenant, les gens du Mali restent en Espagne, donc on ne les voit plus passer. Mais voilà, c'est Côte d'Ivoire, Guinée et Sénégal. C'est de la Côte d'Ivoire, c'est surtout des femmes, en fait. Il y a plus de femmes ivoiriennes que d'hommes ivoiriens. En fait, elles passent par les premières, en réalité. Et c'est elles qui vont après, en pensant qu'elles vont avoir des papiers un peu plus vite que leur mari, ce qui est vrai, elles auront des papiers un peu plus vite. En général, il y a un enfant qui naît assez vite après, sur le territoire. Bon, c'est pas facile, pas du tout, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais en tout cas, l'idée que c'est un tout petit peu plus simple fait que après elles vont faire venir leur mari, oui. Donc oui, il y a beaucoup de femmes qui passent. Beaucoup de femmes. Et là, il y a une femme dans des îles qui est une femme magnifique, une maman. On peut peut-être résumer parce que je crois que tout le monde n'a pas ça échappé. Tu veux résumer la question? Non, ce qu'il dit à partir d'une expérience vécue pendant 15 ans à Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, ce que Moira pose comme question, c'est la difficulté d'accueillir l'hospitalité par difficulté de compréhension de la culture de l'autre. Parce que la culture fait qu'on a une grille de lecture, une grille de valeurs qui fait qu'il y a des malentendus et une difficulté d'accueillir ce qui est autre que son propre univers. En gros, c'est ça. Hein. Voilà. Tu peux réagir par rapport à cela? Oui, moi j'ai fait de maison en maison à mon arrivée ici. Donc j'ai même dormi dehors. Mais ce qui m'a plus pesé en France, ce qui m'a plus fatigué, c'est de déménager chaque 2 semaines. Et j'ai connu beaucoup de choses dans ces histoires. Quand même j'ai écrit mon livre, il y a une dame qui a failli me taper parce que j'ai pas autant parlé d'elle que j'ai parlé des autres. Alors, oui, c'est vraiment arrivé. Donc, je n'en veux pas parce que elle avait aussi ses problèmes. Il faut essayer j'essaie
j'essaie de, comment dirais-je, de prendre des bons côtés. Quand j'arrivais chez certaines personnes, moi je faisais du foot. Et le soir, ils voulaient manger juste des œufs. Alors moi j'avais faim, je voulais manger beaucoup. Voilà. Donc tu peux pas me dire, moi je viens du sport, tu peux pas me dire de manger comme vous, ben juste la salade. Ça c'est pas possible. Voilà, je disais non, je fais les pâtes. Voilà, sinon demain je pourrais partir, mais je peux pas mourir de faim. Donc je pense que accepter que l'autre déjà fasse des erreurs, parce que en accueillant des gens chez toi, ne pense pas que la personne ne peut pas aussi, sur un jeune, ne peut pas aussi n'importe quoi, comme ton enfant. Il y a pas un enfant qui fait pas de la merde dans la maison. Donc nous, on n'a pas droit de faire des erreurs. Vous voyez? Donc tout le monde peut nous juger parce que on a fait une erreur. Où on ne sourit pas comme des autres. Et parmi nous, il y en a qui sont très forts dans ça, qui vont sourire à tout le monde pour les faire aimer. Et moi, je ne pouvais pas le faire. Je préfère qu'on me redécouvre moi-même, qu'on devienne des vrais amis, que de sourire pour mentir. Donc voilà, on est dans un jeu. C'est comme l'intégration. On te demande de mentir des fois pour t'intégrer. C'est vrai, on te demande de t'intégrer, on t'empêche de t'intégrer. On te demande de faire des choses. Bah, il faut faire ça pour avoir des papiers. Donc, des fois, on est obligé de mentir pour avoir nos papiers. Et on renvoie certaines personnes, des fois, qui font pas leur âge dans les associations. Mais si vous dites que c'est seulement les gens qui ont 18 ans qui peuvent avoir un toit, et que si j'ai 19 ans, je mentirais d'avoir, si j'ai pas les papiers, j'ai rien. Que j'ai 18 ans juste pour survivre. C'est juste ça. En fait, nous, on est au milieu de tout. Donc, on doit s'adapter à tout pour avancer. Et on va pas mourir. On fera tout pour avancer. Voilà, c'est juste ça, en fait. Mais en même temps, c'est cette obligation qui fait que vous devenez des bons romanciers, quoi. Je parle beaucoup de bienveillance, d'ailleurs, dans ton livre. Oui. Oui, c'est très très important, comme je dis. Et même si on a tendance à penser qu'on peut déplacer une montagne, mais nul ne peut arriver tout seul. Moi, je suis là aujourd'hui. Et c'est grâce vraiment, moi quand on quitte en Guinée, on va en aventure au Sénégal, pour de vrai, on va pour survivre. Mais grâce à une dame au Sénégal, elle m'a permis de rêver en fait. Elle m'a estimé, elle m'a donné à manger. Bien vrai qu'au début j'étais gardien à son école, et que j'ai dit Maman Sabine, son vrai nom s'appelle Sandrine, parce que je voulais pas dire le vrai nom des gens. Donc cette dame m'a soigné. Donc vous voyez, donc on peut parler de la force, de mental, tout, mais s'il n'y a pas des gens, aujourd'hui j'ai fait cette présentation, vous avez connu mon livre, et c'est grâce à Yamina qui a montré mon livre, qui m'a proposé de venir vendre mon livre ici. Donc voilà, je pense que bienveillance, c'est d'être ami. Et tu veux un ami, sois un ami. Et un ami, en vrai, ne demande rien. Aujourd'hui, moi, beaucoup de personnes voudraient que je les demande les dire que je suis professionnel. Non, je suis pas professionnel, mais je fais ce que j'aime de ma vie. Est-ce que je veux dire que mon ami, que je sois quelqu'un par moi, en tout cas tous mes amis, je m'en fous que tu as quelque chose ou pas. Et c'est ça le vrai amitié. Donc, bienveillance, c'est de ne pas juger surtout, c'est de dire que même la personne est dans la difficulté, tu peux le faire. Et quoi qu'arrive, je serai ton ami. Donc j'ai eu ces gens-là. Il y a eu Betty, que je parle dans mon livre, Betty Tequinho. Il y a eu même des entraîneurs qui m'ont grondé parce qu'ils croyaient en moi. Voilà, il y a des entraîneurs qui ont failli je dirais me casser la gueule parce que des fois je suis très têtu, mais c'est pas méchant, c'est comme un grand frère. Donc quand on dit bienveillance de fois, c'est pas de dire que tu as toujours raison, de dire non, là tu as tort pour faire ci. Donc voilà, mais le plus important, c'est de dire que la personne peut se tromper, c'est qu'un être humain. Et voilà, c'est ça donc. Peut-être que c'est une des réponses au mystère de tout à l'heure, hein, les personnes soutien dont il parle et d'avoir eu... Oui, ben je vais retourner par là. Ben Luc, vous voyez donc tellement j'ai connu tellement de choses que j'ai oublié ce moment. Il a raison, ça fait juste 1 an et quelques maintenant. C'est la vérité. Quand je suis arrivé sur Narbonne, c'est le club de Narbonne qui m'a mené, mais à un moment, je ne jouais plus avec Narbonne, j'avais eu des problèmes avec le président du club, je suis parti. J'avais ni les papiers, ni beaucoup d'argent. Il y a des gens qui m'aidaient. Lui, il était tout le temps présent. Je connais même chez lui, je suis allé, il m'a proposé à manger. C'est un peu comme un grand frère, vraiment, qui me donne des bons conseils. Et ce moment-là, franchement, il faut juste espérer au fait que demain ça change. Et c'est ce qui me faisait tenir. Aujourd'hui, tu vois, en espérant, un jour, j'ai vu un message qui m'a dit que de venir prendre
mon récépissé à la préfecture. Donc si j'étais en croissant en quelque chose sans le savoir, c'est de ça au fait. Donc tu es là, peut-être il a raison, ses croyances et espérances, ça fait deux, mais donc j'espérais fort quand même que ça va changer, et c'est ce qui est arrivé un jour. Voilà, même si deux fois encore c'est difficile, mais voilà, merci à toutes ces personnes qui m'ont jamais lâché, qui ont été là pour moi, mais qui m'ont même grondé, et même merci à vous aussi qui ont pris le temps de lire mon livre, parce que c'est comme faire la peinture. Quand tu fais le dessin, des fois les gens ne comprennent pas. Tu viens regarder le tableau de l'artiste, ça fait plaisir. Voilà, donc merci à vous tous, merci à ceux qui ont organisé tout ça, voilà, pour montrer cette œuvre. Et la dame là-bas qui a été là depuis hier debout. Non, c'est vrai. Moi, je joue au foot. Pour moi, le meilleur joueur du club, on l'appelle Papy dans le club. C'est vrai, il y a des matchs que moi je suis blessé. Mais Papy, chaque match il est là pour apporter de l'eau, pour prendre les maillots. Mais personne ne parle de lui. Et non, c'est vrai, quand des fois on a prime de match, lui il n'a pas le prime de match. J'allais voir les gens, j'ai dit les gars, on fait 5 euros ou 10 euros chacun pour donner à ce monsieur. Parce que c'est le joueur qui joue plus de matchs ici. Chaque match, lui il se blesse pas, il est là. Et des fois il y en a qui sont pas convoqués. Mais lui il est toujours là. Et c'est lui qui pose des plots, mais on ne parle pas de ces gens-là, les gens qui nous soignent. Voilà, les hôpitaux, il faut qu'on pense aux vrais super-héros que de penser juste aux gens que les journaux parlent forcément. Voilà. Quoi qu'il arrive, mais quoi qu'il arrive, de ne jamais abandonner, parce que abandonner, c'est de s'abandonner en fait. Voilà. Quand c'est difficile, dis-toi que tu peux y arriver. Tu peux y arriver, quoi qu'il arrive. Même si tu ne crois pas, mais vas-y, encourage-toi. Le monde peut t'abandonner, mais sois là pour toi-même. Alors, je vais prendre l'exemple terre à terre. Il y a combien de joueurs, moi je joue au foot, que le peuple, n'importe quel pays, que ce soit en Guinée, en France, que le peuple critique, il est nul. À cause d'un seul but, il devient l'héros. Il y avait le gardien de la Côte d'Ivoire. Tout le monde est traité de nul. Et il a donné la coupe à son pays. Alors il y a des joueurs qui ont joué à KFC dans les plus grands clubs du monde. Ils n'ont jamais eu la chance de donner la coupe à leur pays. Tout peut y arriver. Qui peut vouloir ses pouvoirs. Moi, c'est ce qui m'aide. Quoi qu'il arrive dans la vie, je me battrai. Voilà. Après, le reste, on verra.